mon Dieu, je suis mort, mon frère m'a perdu. Quoi? Qui a-t-il? J'en suis plus... Pardon, je m'habitais de l'esprit du théâtre au cas où ça tombe cette année au bac de français. Bon, ok, pas besoin d'être comédien pour assurer sur ta copie. Aujourd'hui, on va voir les attendus des correcteurs si le sujet de la dissertation tombe sur le théâtre. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le théâtre est un objet d'étude bien particulier. Et oui, en fait, le roman, la poésie ou la littérature d'idées, c'est fait pour être lu, alors que le théâtre, c'est fait pour être joué devant un public. Donc forcément, il faut beaucoup plus prendre en compte la réception de l'œuvre selon l'époque et les différentes mises en scène. En plus de ça, comme le théâtre, c'est souvent un enchaînement de dialogues ou de monologues, eh bien on a beaucoup moins de descriptions. Il faut donc bien se concentrer sur les sous-entendus de l'œuvre. Mais bon, pas de panique, je vais te donner des plans qui marchent pour tous les sujets susceptibles de tomber au bac. D'ailleurs, comme tu n'as étudié qu'une des 3 œuvres, tu peux directement aller sur la partie qui t'intéresse dans la vidéo. Par contre, attention, ça ne sert à rien de les apprendre par cœur et de les recracher bêtement. Il faut veiller à suivre l'organisation en fonction du sujet qui te sera donné. Allez, c'est parti, on va commencer par une pièce mythique, Le Malade imaginaire de Molière. Alors, quel que soit le sujet, dans le début de ton introduction, c'est à peu près pareil. Il faut que tu saches raconter l'histoire et poser le bon contexte. Pour Le Malade imaginaire, on est sur une pièce qui date de 1673, qui est d'ailleurs l'année de la mort de Molière. Et fun fact, il est mort après la 4e représentation de celle-ci. Pas si fun que ça, finalement. Dans cette pièce, on suit Argan, un homme hypocondriaque, c'est-à-dire qui a toujours peur de tomber malade, d'où le titre Malade imaginaire. Argan est marié à Béline, une femme qui n'attend que la mort de son mari pour hériter de sa fortune. En gros, c'est un peu une michto. Bref, une autre intrigue de la pièce concerne Angélique, la fille d'Argan, qui aimerait épouser un homme qui s'appelle Cléante, alors que son père veut la marier à Thomas Diaphorus, qui est médecin. Je te l'accorde, ça fait pas mal de personnages, mais c'est hyper important de tous les connaître si tu les mobilises dans ta copie. Parce que justement, tous ensemble, ils permettent de construire le parcours d'études pour le bac. Spectacle et comédie. Allez, je te propose 2 sujets pour réfléchir à tout ça. Un premier sujet, la comédie dans Le Malade imaginaire n'est-elle qu'un divertissement pour le public? Ce premier sujet, il nous demande en gros si Molière n'a écrit cette pièce que pour rire ou s'il n'y aurait pas des messages cachés. Et tu le sais, en français, il y a toujours des messages cachés. Donc on va les décortiquer progressivement. D'abord, on peut faire une première partie sur l'aspect comique de la pièce. Molière écrit des situations assez drôles. Par exemple, quand Toinette, la servante d'Argan, met en scène la mort de ce dernier pour observer la réaction de Béline, justement pour qu'Argan réalise que sa femme ne veut que son argent. Et en même temps, ce rire va plus loin, justement parce que cette pièce permet aussi de faire passer des messages par le rire. Et ici, on pourrait faire une deuxième partie juste sur la satire qui est faite des médecins. Et là, rien que la fin est un immense exemple, parce que juste en portant l'habit de médecin, Argan devient médecin. En mode, il faut pas faire 10 ans d'études pour devenir médecin. Mais bon, Molière, si vous le connaissez un peu, vous savez que c'est un petit filou, et qu'il n'en a clairement rien à faire de se moquer de toute la société devant la cour royale. Donc on pourrait carrément faire une 3e partie sur la remise en question de l'ordre social, et plus particulièrement des mariages arrangés, surtout celui entre Angélique et Thomas Diaphorus. Et un deuxième sujet sur lequel on pourrait se questionner, ça pourrait être: le malade imaginaire peut-il être envisagé comme une tragédie vue d'un angle comique? Là, il faut un peu plus mettre en parallèle le côté hyper comique de la pièce et l'aspect tragique de certains personnages, tout particulièrement Argan. D'abord, on peut carrément dire que oui, le malade imaginaire est une tragédie. Si on se refait le résumé, ça parle quand même d'un homme qui a tout le temps peur de mourir. Il a l'air presque fou des fois et on retrouve pas mal de points communs avec les tragédies. Il y a des moments où il parle à coups de grands hélas, au désespoir, bref, une vraie drama queen. Mais en même temps, la manière de jouer la pièce est complètement comique. Déjà, on a du comique de situation, mais on a également du comique de caractère, avec des personnages hyper caricaturaux, qui nous feraient même penser aux grandes figures de la commedia dell'arte. D'ailleurs, on peut le dire, Molière a clairement un humour bof, parce que diaphorus, en latin, ça veut dire diarrhée. Tout simplement. Avec tout ça, on ne sait plus trop quoi penser. Est-ce que c'est une comédie tragique? Est-ce que c'est une tragédie comique? D'où l'importance de faire une 3e partie, sur la place que joue l'ironie. Et oui, tout est comique pour détendre l'atmosphère et s'éloigner de l'angoisse de la mort, du sérieux, de la médecine ou encore du caractère très strict de la hiérarchie sociale à l'époque. Ici, par exemple, c'est le personnage de Toinette, la servante qui recadre un peu Argan tout le temps.
Maintenant qu'on a parlé de Molière, on peut s'attaquer à une autre énorme rêve de l'époque, Marivaux et ses fausses confidences. Alors, les fausses confidences, c'est l'une des pièces les plus importantes de Marivaux. Elle date de 1738 et on y retrouve un style bien particulier qui s'appelle le marivaudage. Pour faire simple, le marivaudage, c'est quand on utilise des phrases simples et un ton léger pour parler d'amour. Concrètement, si on doit résumer l'intrigue, on suit l'histoire de Dorante et Araminte. Déjà, bonjour les prénoms. Et ces deux-là sont amoureux l'un de l'autre. Mais évidemment, ils n'osent pas se l'avouer. Le nœud de l'intrigue, c'est le fait que la mère d'Araminte veut la marier à un autre homme, le comte d'Orimont, et que l'oncle de Dorante veut en fait le marier à Marton, qui est en fait la servante d'Araminte. Je suis d'accord avec vous, ça fait beaucoup de monde, mais n'hésitez pas à faire une carte mentale pour bien visualiser tout ça. Et au milieu de tout ça, il y a un personnage clé. C'est un peu mon préféré, j'avoue, c'est le personnage de Dubois. Avant, c'était le valet d'Araminte, mais maintenant, c'est le valet de Dorante. Et en fait, comme il connaît bien les deux, il a capté qu'il y avait de l'amour dans l'air. Donc il met en place un plan pour les mettre ensemble. Dubois, c'est un peu le Cupidon de la pièce, et il met en place pas mal de stratagèmes. Et d'ailleurs, il est pile poil dans le parcours du bac, théâtre et stratagème. Bref, je pense qu'avec toutes ces infos, on a de quoi réfléchir sur 2 sujets de dissertation. Alors, premier sujet. Comment les stratagèmes menés dans les fausses confidences relèvent-ils d'enjeux sociaux ? Ok, alors si on réfléchit un peu à ce sujet, on comprend qu'on nous demande d'aller plus loin que les simples jeux d'amoureux de la pièce et comprendre leurs aspects sociaux. Déjà, on peut faire une première partie sur l'angle comique des sujets qui sont abordés. On parle d'amour, de mariage arrangé, etc. Mais en créant des situations de quiproquo. Par exemple, quand Dorante reçoit un portrait de femme, que Marton pense que c'est un portrait d'elle, alors qu'en réalité, ça représente Araminte. Ce qui est intéressant, c'est que ces quiproquos, ils servent à la critique sociale, et on peut totalement faire une deuxième partie là-dessus. Par exemple, Marivaux montre à quel point le fait qu'Araminte doive absolument être mariée à un comte simplement parce qu'elle est bourgeoise est complètement ridicule. Et à la fin, la pièce fait triompher l'amour, grâce aux stratagèmes mis en place par Dubois. Ce serait presque mignon si on n'était pas au XVIIIe siècle dans une société obsédée par l'argent et le rang social. Et en plus de ça, si on réfléchit bien, celui qui conduit la pièce, quasiment le metteur en scène, c'est justement Dubois, qui est un valet. Normalement, les valets, c'est vraiment des personnages secondaires. Mais ici, c'est un valet qui a presque l'autorité d'un maître, ce qui permet aussi de critiquer la hiérarchie sociale de l'époque. Et pour un sujet numéro 2, on pourrait se demander si, dans cette pièce, le mensonge sert-il la vérité ? Ici, le but du sujet, c'est de montrer à quel point tous les stratagèmes mensongers mis en place par Dubois permettent à la fin de la pièce de faire éclater la vérité. Et tout ça, il va falloir le montrer de manière progressive et nuancée. Déjà, on peut faire une première partie sur le fait que la pièce est entièrement basée sur le mensonge. Tous les personnages sont des mythos. Carrément, on est dans Secret Story. Et le pire, c'est que certains des mensonges sont même orchestrés par une sorte de grand metteur en scène, qui est en fait Dubois, avec tous ses stratagèmes. Une fois qu'on a posé ça, on peut aborder un deuxième axe, sur les mécanismes qui permettent de faire émerger la vérité. Déjà, si Dubois met en place tous ces stratagèmes, c'est parce qu'il a compris dans un premier temps où était la vérité et qui aimait qui. Et justement, tout ça, il l'a aussi compris grâce à certaines confidences, comme quand Dorante lui a directement dit qu'il aimait Araminte. Au bout du compte, tous ces mensonges permettent de révéler toute la vérité sur les amours de chacun. En fait, le mensonge, depuis le début, c'est la stratégie de Dubois. Et une fois que la vérité a éclaté, les personnages se font toutes les confidences. Genre, Araminte explique qu'en fait, c'était elle sur le portrait. Et d'ailleurs, petit clin d'œil social, le fait de lever les masques, c'est aussi un moyen pour Marivaux de montrer que la société est basée sur le mensonge. Et enfin, troisième œuvre de la vidéo, qui est également la plus récente, puisqu'elle date de 1990, c'est Juste la fin du monde. Alors, cette pièce, écrite par Jean-Luc Lagarce, elle raconte l'histoire de Louis, 34 ans, qui revient voir sa famille après 12 ans sans les avoir vus, pour leur annoncer qu'il va mourir. Donc sans même avoir lu la pièce, on peut facilement s'imaginer l'ambiance du repas de famille. Et tout l'enjeu de la pièce, c'est que Louis n'arrive pas à avouer sa mort prochaine à sa famille. En fait, ils font que s'embrouiller. Et c'est justement le thème du parcours pour le bac, crise personnelle, crise familiale. D'ailleurs, petit point ciné, je te conseille vraiment d'aller voir le film adapté de la pièce par Xavier Dolan. Il est génial. Bref, je te propose 2 sujets et 2 plans associés pour assurer le jour du bac si la dissertation tombe sur juste la fin du monde. Premier sujet,
La pièce Juste la fin du monde met-elle en scène une histoire tragique? Alors sur ce sujet, on veut clairement nous faire parler de la tragédie classique et la mettre en parallèle avec la crise moderne mise par Jean-Luc Lagarce. Donc là, on peut imaginer un plan en 3 parties. Déjà, on sait dès le début que Louis est condamné à mourir. C'est justement la raison pour laquelle il revient voir sa famille. Et ça pourrait faire notre première partie. D'ailleurs, dès qu'il revient, il sait que tout est déjà joué d'avance. Et comme un héros tragique, il ne peut pas échapper à sa propre fin. Habituellement, dans les tragédies classiques, on suit plutôt des familles nobles, voire royales, et il y a des enjeux assez énormes. Là, quand Louis revient, ça provoque juste des embrouilles avec sa mère, avec son frère ou encore avec sa sœur. Et au final, c'est un peu les mêmes embrouilles qu'on peut avoir dans n'importe quelle famille. Et en 3e partie, on pourrait parler de l'incommunicabilité. En fait, le vrai tragique de cette pièce, c'est pas juste le fait que Louis va mourir, mais c'est que Louis va mourir et qu'il n'aura même pas eu la possibilité de parler à sa famille. Tout ça à cause d'embrouilles futiles. On passe maintenant au 2e sujet possible. Dans quelle mesure la parole est-elle symbole de crise dans Juste la fin du monde? J'avoue que ce sujet, il est pas hyper intéressant, parce que quand on lit la pièce, on a l'impression qu'il se passe rien du tout. Pourtant, les personnages parlent, ils passent leur vie à parler même et à dialoguer. Et c'est exactement ça qu'il va falloir que tu montes dans ta copie. Ils passent la pièce à parler, mais au final, pour ne rien dire. Ici, on pourrait commencer avec une première partie sur à quel point c'est dur pour Louis de vivre et d'exprimer sa propre crise individuelle. Il revient quand même dans sa famille pour annoncer sa mort, ce qui n'est jamais un truc hyper joyeux. La parole est donc en crise au niveau individuel. Ensuite, si on considère habituellement la famille comme un espace de parole, on se rend compte que les personnages parlent énormément, mais qu'ils ne se disent pas les choses importantes. Juste, ils s'embrouillent tout le temps. La parole est donc aussi en crise au niveau collectif. Et maintenant qu'on a montré tout ça, on peut même faire une 3e partie un peu plus large pour montrer que, comparé à des tragédies classiques, ici, la crise du langage revient un peu à dédramatiser la mort de Louis. En fait, peut-être que l'histoire ne serait pas aussi bien si, dès qu'il arrivait, Louis annonçait sa mort, puisque durant toute la pièce, sa famille se lamenterait. Et ça serait juste un peu chiant. Oh, c'est fini? Oui. Bon, le théâtre c'est fini. Si t'as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Tu peux aller voir les autres vidéos que j'ai préparées sur la poésie, la littérature d'idées et le roman. Et voilà. N'hésite pas à t'abonner et bien sûr, bonne révision.